Aujourd'hui, je vous propose de partir sur un sujet un peu spécial car on va essayer d'examiner les différents liens entre Bleach et la mythologie japonaise. Un sujet qui me tient à cœur et que j'aime bien aborder de temps en temps à travers mes vidéos. Cette fois, on va donc tenter de compiler certaines des inspirations les plus importantes de Tite Kubo en lien avec cet univers. Et vous devez vous douter qu'il y en a pas mal, donc va y avoir du boulot. Que ce soit au niveau des impactos, du monde en lui-même ou du caractère et du design de certains personnages, on retrouve beaucoup de similitudes entre Bleach et certains concepts de la vaste mythologie Shinto, et ça m'a toujours paru intéressant de mettre ça en lumière, puisque ça permet de comprendre en partie la façon dont l'auteur a créé son univers. Évidemment, j'imagine que c'est un sujet qui parlera pas à tout le monde, donc désolé si ça vous plaît pas, mais c'est une vidéo que j'avais très envie de faire depuis un moment et je remercie d'avance ceux qui la suivront jusqu'au bout. Mais avant de commencer, comme toujours, si vous voulez soutenir la passion de Bleach, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like, et à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout est dit, on va commencer par rappeler quelques bases, histoire de poser un peu le contexte. La mythologie japonaise, c'est tout simplement l'ensemble des croyances et des mythes liés aux divinités, et elle est généralement basée sur le shintoïsme, la plus ancienne des religions nippones. Bien sûr, il y a aussi le bouddhisme qui est tout aussi important, mais cette religion vient à la base de Chine et elle est moins ancienne que le Shinto. Par contre, les deux sont très liés, en tout cas en ce qui concerne le Japon, et elles sont toutes deux fortement représentées sur l'archipel, à travers des sanctuaires pour le shintoïsme et des temples pour le bouddhisme. De ce fait, il est logique que d'innombrables références à l'histoire de ces religions apparaissent dans les mangas puisqu'elles sont un aspect majeur de la culture japonaise. Et Bleach ne fait bien entendu pas exception à la règle, puisque le concept même de l'univers créé par Kubo est inspiré d'une notion se trouvant au cœur des croyances bouddhistes, le samsara. Pour expliquer rapidement de quoi il s'agit, c'est simplement un cycle infini de renaissance et de souffrance au sein duquel sont piégés les hommes n'ayant pas atteint le nirvana. Pour imager le truc, les hommes vivent, meurent et renaissent sans fin au sein de ce cycle, qu'ils ne peuvent quitter et dans lequel ils sont tous dépendants les uns des autres. Leur existence est donc conditionnée par cette interdépendance et par leurs désirs humains qui sont vus comme des entraves par les croyances bouddhistes. La finalité de cette religion est donc d'atteindre le nirvana, qui représente un niveau de sagesse et de conscience supérieur permettant enfin de quitter le cycle de souffrance sans fin du samsara. Enfin bref, c'est tout un délire et il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, d'ailleurs j'en ai déjà parlé. Mais pour revenir sur Bleach, tout ça fait évidemment penser au cycle des âmes, dont le concept est assez similaire sur le fond. Les âmes vivent, meurent puis se réincarnent, et il y a aussi des gens qui ont atteint l'éveil en quelque sorte. Ichibei par exemple n'est pas vraiment soumis au cycle, et en plus d'être virtuellement immortel, il témoigne aussi d'une grande sagesse, sans parler de toutes ses connaissances. Mais on pourrait aussi mentionner Aizen par exemple, qui représente assez bien toute cette histoire puisqu'on peut le considérer comme un Shinigami ayant refusé de subir ce cycle, et qui a tenté de s'élever au-dessus de ça. En d'autres termes, il cherche à atteindre l'éveil ou le nirvana, et compte accéder à un stade d'existence supérieur où il serait plus soumis aux règles dictées par le roi des esprits, qu'il considère comme un pseudo-dieu sans pouvoir ni vision. Ensuite, faut dire qu'avec Aizen, il y a pas mal d'autres choses qui entrent en jeu, et Kubo s'est aussi beaucoup inspiré du surhomme de Nietzsche pour la création du personnage et sa dualité avec Urahara. Mais ça, c'est pas de la mythologie, on en parle déjà dans la vidéo sur Aizen, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Mais pour finir avec cette histoire de samsara, il se trouve qu'à l'instar de Bleach, on retrouve aussi dans le bouddhisme la notion de 3 mondes différents. 3 sphères d'existence qui font partie intégrante du cycle du samsara. Le monde de la forme, le monde du désir et le monde sans forme. En ce qui concerne l'enfer, qui est un peu à part, évidemment le concept est aussi présent dans la mythologie, et on y retrouve les êtres ayant commis des méfaits dans leur vie antérieure, un peu de la même manière que les holos qui étaient des criminels dans leur vie passée sont jetés en enfer dans Bleach. Après, que ce soit clair, là on reste très en surface. Les concepts du bouddhisme sont bien plus complexes que ça, et le but ici c'est juste de trouver des similarités avec Bleach, pas d'expliquer des concepts religieux dans leur globalité, un truc que je serais incapable de faire d'ailleurs. Mais comme on parlait de l'enfer, on va pouvoir faire le lien avec le personnage d'Itsugaya, car figurez-vous que le nom de son bankai y fait directement référence. La religion bouddhique dit en effet qu'il existe 34 enfers différents, parmi lesquels on peut compter 8 enfers de feu et 8 enfers de glace. Le dernier de ces enfers glacés est appelé Mahapadma, et en japonais il prend le nom de Daiguren, d'où le nom de Daiguren Yorinmaru qu'on pourrait traduire par anneau de glace de Mahapadma. L'arme du capitaine de la 10e est donc censée symboliser le plus dangereux des 8 enfers de glace, au sein duquel il est dit que le corps des hommes gèle instantanément puis explose en morceaux sans aucune forme de procès. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez représentatif du sabre considéré comme étant le plus puissant des impactos de glace. Mais en général, le nom de ce bankai est plutôt traduit par anneau de glace du grand lotus écarlate, étant donné que Daiguren peut aussi avoir ce sens-là, et c'est plus simple à comprendre que Mahapadma pour la globalité des lecteurs. Et comme on est sur le thème du froid, profitons-en pour parler de Rukia. Déjà on peut noter que les différentes attaques de son Zanpakuto s'inspirent d'une danse traditionnelle chinoise pour le coup, la danse du rubando. Faisant partie du folklore chinois, elle se pratique avec un grand ruban que l'on fait virevolter pour former des motifs particuliers, un peu comme le fait Rukia lorsqu'elle exécute les différentes danses de Sode no Shirayuki. Et encore une fois, tout ça fait parfaitement sens car cette danse gracieuse et très symbolique représente à merveille le plus beau des Zanpakuto de Soul Society. Mais ça s'arrête pas là, et on peut aussi faire le lien entre Rukia et le yokai appelé Yuki Onna.
Cette créature de la mythologie japonaise, souvent représentée sous la forme d'une belle femme à la peau blanche et vêtue d'un kimono blanc, serait en fait la personnification même de l'hiver et des tempêtes de neige, ce qui rappelle évidemment le design du Bankai de Rukia mais aussi ses pouvoirs surprenants. Mais les similitudes s'arrêtent là car Yuki Onna a plutôt une connotation négative à la base, et elle est réputée pour tourmenter des âmes innocentes en les faisant notamment mourir de froid. Passons donc à un autre yokai, car ces créatures surnaturelles du folklore japonais sont une source d'inspiration majeure au Japon, et Rukia n'est pas la seule à avoir des choses en commun avec eux. Prenons Kenpachi par exemple. Lui, ça semble évident que sa création a été en partie inspirée par les Gashadokuro, des monstres squelettes ignobles connus pour leur violence extrême. Déjà, leur représentation fait penser au dessin de Kubo qui représente parfois Zaraki sous la forme d'un squelette géant. Mais en plus, faut savoir que les Gashadokuro naissent à partir des os des personnes décédées à cause de la famine ou de la guerre. Et il se trouve que Zaraki a obtenu son Zanpakuto sur le cadavre d'un Shinigami décédé lors d'une bataille, ce qui est un peu la même chose. Genre la naissance de son Zanpakuto fait écho à la façon dont naissent les Gashadokuro. En plus de ça, ces monstres squelettes ont la particularité de boire le sang des victimes qu'elles massacrent. Et il se trouve que la phrase de libération de Nozarashi c'est « bois », comme si Kenpachi ordonnait à son Zanpakuto de s'abreuver du sang de ses ennemis. Avec tout ça, le lien est clair je pense. Mais le Gashadokuro n'est visiblement pas le seul yokai ayant participé au développement du personnage de Kenpachi. En effet, si on parle de son design en Bankai, on note vite des ressemblances avec les Oni, qui sont des espèces d'ogres à la peau rouge ou bleue munis d'une grosse masse en fer. À l'origine, ces yokai étaient connus comme des êtres malfaisants et causant de nombreux désastres, mais aujourd'hui ils sont plutôt considérés comme des sortes d'esprits protecteurs, aidant les humains à se prémunir des monstres ou de la malchance. Et cette ambivalence rappelle aussi Kenpachi quelque part, car on peut le considérer à la fois comme une menace dangereuse et un allié de choix au vu de son caractère et de ses capacités. Mais bon, là peut-être que je m'emballe un peu. Passons plutôt à Kyoraku, qui lui aussi a un lien avec les yokai puisque le nom du Zanpakuto Kyokotsu, qui en français signifie os de la folie, vient d'un yokai à la base. Le Kyokotsu est en fait une sorte de fantôme squelette vivant au fond des puits, d'où le design d'Ohana et cette espèce de tête de mort qu'elle porte sur la tête. Mais tant qu'on est sur Kyoraku, on peut aussi supposer que le personnage est basé sur les Kabukimono, des sortes de samouraïs excentriques du Japon féodal dont le nom peut être traduit en français par mec bizarre. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment de la mythologie, mais ça reste intéressant car ces types rappellent pas mal le nouveau commandant du Gotei sur certains points. Enfin, c'était quand même un peu des raclures, des sortes de samouraïs rakai qui agissaient en gang, mais c'est surtout leur excentricité et leur style qui font penser à Kyoraku, étant donné qu'ils sont connus pour porter des vêtements très colorés, voire même des kimonos de femmes, à la manière du capitaine qui porte des kimonos inspirés de celui de la mère de Nanao. On dit aussi qu'ils portent souvent la barbe avec des cheveux longs, mais aussi des chapeaux et tout plein de trucs pas forcément typiques d'un samouraï, ce qui fait d'eux des personnages à l'allure bien particulière. Ils ont même inspiré le théâtre kabuki, qui est une forme de théâtre classique japonais très connue dont vous avez sûrement déjà dû voir des représentations à travers différents médias. Et comme par hasard, sur quoi se base le Bankai de Kyoraku ? Sur le théâtre kabuki bien évidemment, à travers différents actes faisant office d'attaques toutes plus meurtrières les unes que les autres. D'ailleurs, la vice-capitaine et principale assistante de Shunsui n'est pas en reste non plus, car l'histoire de son clan est directement liée à la religion Shinto. Le nom du clan Issei vient en fait du sanctuaire d'Issei, réputé comme étant le plus important des sanctuaires Shinto du Japon. Mais en plus de ça, il est dit que ce sanctuaire abrite l'un des 3 trésors sacrés de l'archipel, le Yata no Kagami, qui signifie miroir des 8 Zata en français. Et les Zata, pour être clair, c'est juste une vieille unité de mesure, il n'y a pas d'autre sens derrière ça. En tout cas, ce miroir légendaire joue un rôle majeur dans la mythologie japonaise, car il aurait été créé dans le but de faire sortir la déesse Amaterasu de la grotte où elle s'était enfermée, ce qui représente un événement très important dans les croyances Shinto. Mais ce qui compte ici, c'est que ce miroir fait beaucoup penser à l'arme secrète des Issei, le Shinkana Kyoken, qu'on pourrait justement traduire par épée des 8 miroirs, et qui possède, comme vous le savez, la capacité de réfléchir les attaques divines. Mais maintenant parlons un peu de Renji, parce que lui aussi est lié à un yokai que vous connaissez sûrement, le Nue. Cette bestiole horrible serait composée de plusieurs parties d'animaux, avec un corps de chien, une tête de singe, des pattes de tigre et un serpent en guise de queue. Bon, à première vue, le lien est pas forcément évident, mais pourtant chaque partie de ce monstre est liée à Renji d'une manière ou d'une autre. La partie chien fait référence au caractère et au passé du vice-capitaine, qui s'est longtemps considéré comme un chien errant seulement capable d'aboyer face à la lune qu'il ne pourra jamais atteindre. Tout ça fait partie intégrante du personnage et c'est même central dans l'arc Soul Society. La partie serpent et la partie singe, elles, représentent bien sûr son Zanpakuto Zabimaru. Là, il y aura pas besoin de plus d'explications, je pense. Par contre, pour la partie tigre, c'est un peu moins significatif, je l'admets. Mais quand Renji revient du Ryokyu, il est vêtu d'une espèce de peau de tigre, et c'est évidemment pas juste pour faire beau. Pour moi, c'est surtout un moyen de compléter le puzzle, mais on peut aussi se dire que ça représente l'évolution du vice-capitaine, qui désormais n'est plus un chien errant, mais plutôt un majestueux tigre dont la puissance est reconnue par ses camarades. Et avec tout ça, les parallèles entre lui et le yokai Nue me semblent évidents. Alors continuons avec une histoire vraiment cool et qui explique pourquoi Uetsu considère son sabre Sayafushi comme une arme ratée. Cette vieille histoire est celle de 2 forgerons réputés comme étant les meilleurs, Muramasa et Masamune. La légende dit que ces deux-là se sont un jour livrés à un duel pour savoir qui forgerait le meilleur sabre, et une fois la tâche accomplie, ils ont comparé leur création pour voir qui gagnerait.
Le sabre réalisé par Muramasa semblait à première vue être le meilleur, tranchant sans différence tout ce qui passait sur le fil de sa lame, que ce soit des feuilles, des poissons ou même l'air en lui-même. Par contre, celui de Masamune, une fois soumis au test, ne tranchait absolument rien du tout, ce qui donna l'occasion à Muramasa de se moquer des capacités minables de son collègue. Mais un moine qui avait vu la scène apparut alors pour expliquer que le meilleur sabre n'était pas celui de Muramasa. Au contraire, sa lame qui tranche absolument tout est le symbole d'un sabre maléfique et assoiffé de sang, incapable de différencier ce qu'il coupe, tandis que celui de Masamune ne découpe pas sans raison les êtres vivants ne l'ayant pas mérité, ce qui d'après le moine fait de lui le meilleur sabre des deux. De ce fait, on comprend pourquoi Uetsu voit Sayafushi comme un sabre raté, puisqu'à l'instar de la lame maléfique de Muramasa, il tranche tout sans aucun discernement, là où entre de bonnes mains, les meilleurs sabres ne tranchent que ce qui doit l'être. C'est comme la scène de Zoro qui découvre le haki dans One Piece en gros, quand il passe son sabre sur une feuille sans la couper. Et pour finir, ça paraît évident maintenant, mais le personnage de Muramasa dans l'arc des Zanpakuto s'inspire lui aussi de cette légende, et du forgeron du même nom. Mais maintenant, il est temps d'en finir avec toutes ces histoires de mythologie et on va conclure avec quelques petites infos sympas et rapides. Par exemple, vous le saviez peut-être, mais Komamura est inspiré des Komainu, qui sont des sortes de statues de lions protégeant les sanctuaires des mauvais esprits. Ils sont donc à l'image de l'ancien capitaine de la 7ème, pas juste à cause de leur apparence bestiale, mais aussi parce qu'ils sont synonymes de protection et de dévotion sans faille. Ensuite, on parlait de l'enfer dans le bouddhisme tout à l'heure et j'ai oublié de mentionner un truc. Mais il se trouve que les différents étages de la grande prison souterraine de Soul Society portent des noms faisant référence aux différents enfers, comme pour le Bankai de Toshiro. En effet, l'étage où s'affrontent Zaraki et Unohana s'appelle le Shugo, qui est le nom japonais du Samgata, autrement dit le 3e des 8 enfers de feu. Et si on descend au plus profond de la prison, on trouve bien sûr le Muken qui est le nom japonais de l'Avici, à savoir le dernier des 8 enfers de feu, mais aussi celui où l'on subit le plus de souffrance, logique. Et pour finir, ça je crois que c'est assez connu, mais Momo signifie pêche en japonais. Et c'est aussi le nom d'un personnage bien connu et favori des fans qui justement adore ce fruit, Momo Inamori. Mais il y a une légende chinoise qui parle de l'existence de ce qu'on appelle les pêches de l'immortalité. Et pour faire simple, ce fruit est considéré dans certaines cultures comme un symbole de longévité. Ce qui peut expliquer pourquoi Momo Inamori, dont le plat favori est la pêche, échappe toujours à la mort même quand elle se fait trucider dans tous les sens. Et avec tout ça, je pense qu'on est pas mal. Donc j'attends d'avoir vos retours pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît, parce qu'il y a encore plein de références intéressantes dont on pourrait parler, et que je garde sous le coude au cas où. Mais si vous voulez savoir pourquoi Tite Kubo s'inspire autant de la mythologie, des yokai et de toutes ces histoires, ben on peut avoir un élément de réponse à travers le manga Gegege no Kitaro. Cette œuvre qui date des années 60 est en effet un des mangas favoris de l'auteur de Bleach, et son auteur, Shigeru Mizuki, est l'une de ses sources d'inspiration majeures. Ce sont ces planches qui l'ont en partie motivé à se lancer dans le dessin quand il était plus jeune, et si on s'intéresse un peu à son manga, on s'aperçoit que les yokai et la mythologie en général sont au cœur de l'histoire, ce qui ne m'étonne pas du tout. Bien sûr, c'est pas le seul manga qui a inspiré Kubo, mais il a tout de même une place particulière puisque tout comme Senseiya, il fait partie des œuvres qui l'ont forgé en tant que mangaka, et dont l'influence se ressent clairement dans Bleach. Ça explique donc en partie pourquoi l'univers de la mythologie Shinto est aussi présent dans son œuvre phare, et je pense que c'était une bonne info pour mettre fin à cette vidéo, qui je l'espère vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous n'avez plus qu'à claquer vos bankai sur le bouton like pour aider à booster son référencement, mais en tout cas c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, et en attendant la suite, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.